l'être humain est un animal étrange avec le pouvoir. Lorsqu'il n'a pas le pouvoir, il est plus humain. Mais avec le pouvoir, l'homme devient un animal dangereux qui peut même se retourner contre contre les siens. Je suis sûre que la justice de Dieu se fera un jour. Cette guerre, elle n'est pas que économique, politique ou une guerre des terres, c'est aussi une guerre touristique. Parce que tous ces gorilles des montagnes qui valent de l'or, qui sont la force de notre pays, qui sont même des animaux emblématiques qu'on ne trouve qu'ici, ont traversé de l'autre côté. C'est 80% des recettes du secteur du tourisme provenaient de l'Est du pays. Et donc vous comprendrez bien que cela a eu un impact très négatif sur le secteur du tourisme en termes de recettes, en termes de sites touristiques qui sont aujourd'hui dévastés, certains que nous n'avons pas pu récupérer, et nos espèces, les espèces rares qu'on ne trouve qu'en RDC, qui est les gorilles de montagne, on préférait aller là où il y avait la paix. Qui sont les jeunes abonnés? Très heureux de savoir que vous êtes vraiment nombreux entre nous sur les fidèles amis, chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours là à votre service parce que c'est notre travail. C'est bel et bien moi, Jean Singori, par le général, comme vous avez m'appeler. Et pour ces vendredi 15 août 2023, une nouvelle émission, une nouvelle ambition, une nouvelle vision pour vous informer. Parce que notre travail, c'est de récolter, traiter et puis diffuser. C'est ça le travail de journaliste de tous les jours. Et voilà, merci à toi Fanny Tissoaka derrière la caméra. Merci à toi Jeff Côté pour la réalisation. Comme je l'ai dit pour ces vendredis, nous allons recevoir une dame qui se démarque, une dame qui fait la différence parmi les dames. Nous allons parler avec elle sur sa vie professionnelle, sa vie en tant qu'une maman, sa vie en tant qu'une présidente d'une institution que je cache d'abord les noms. Et c'est au travers de elle que vous allez comprendre de quoi s'agit, de qui il s'agit. Et laissez-moi la faire entrer déjà dans ce plateau. Bonjour maman. Bonjour monsieur. J'aimerais qu'elle puisse regarder la caméra, puisse vous présenter auprès de nos téléspectateurs s'il s'agit de qui. Ok. Je suis Madame Moukoubou Malika Folansompi, présidente du conseil d'administration à l'Office national du tourisme et présidente du collectif Vision Congo. Vraiment, vous avez vraiment très bien suivi. Il s'agit bien de Madame Malika Moukoubou, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas vraiment la maîtrise de votre nom. Souvent, c'est toujours Malika Moukoubou, alors qu'on a les prénoms, les noms et les posters. Oui, c'est vrai. Non, le nom, c'est Moukoubou. Mon prénom, c'est Malika Marie, d'ailleurs. Ok. Oui. Et mon poste-nom, c'est Folansompi. Vraiment, c'est Maman Malika Moukoubou, et c'est la présidente de l'Office national du tourisme. Donc vous avez vraiment compris que nous allons parler vraiment du tourisme. Nous allons marteler beaucoup plus sur le tourisme, malgré ses multiples occupations, hormis à être responsable de cette institution. Et Madame Malika Moukoubou, comme une femme, souvent vous avez Moukoubou. Souvent, c'est parmi vos slogans, une mission, un héritage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsque vous parlez d'une mission, c'est quoi la mission d'une femme lorsqu'elle est patronne, ou bien lorsqu'elle dirige, ou bien lorsqu'elle travaille avec les hommes? Mais vous savez, d'abord, la mission, elle est divine. Parce que il faudrait commencer par le début de la genèse de la création de la femme, qui a été créée pour accompagner, pour être une aide à l'homme, mais pas seulement à l'homme, mais aussi à la communauté. Et non seulement la femme a la mission de donner la vie, de transmettre les valeurs, et puis d'encadrer. Parce qu'il y a un adage qui le dit si bien, il y a un adage, c'est éduquer toute une nation. Et donc, de ce fait, la mission que j'ai, moi, que je considère la mienne, est d'accompagner tous les milieux dans lesquels les personnes dans
les milieux dans lesquels Dieu m'établit. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qu'on accompagne, mais il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement pour savoir comment accompagner ces personnes, comment fédérer, comment être une leader et un bon exemple pour les générations futures. Et par rapport à ma position, à mon travail, c'est être au milieu du village, recevoir tout ce qui est rapport, même les plaintes et toutes les préoccupations qu'on trouve au sein du secteur du tourisme que j'occupe en tant que président du conseil d'administration, et essayer de mettre tout le monde d'accord, prendre des décisions avec le conseil d'administration qui est beaucoup plus constitué d'hommes que de femmes, parce que nous ne sommes que deux. Je suis la présidente du conseil et j'ai une autre femme avec moi qui est le directeur général de l'Office national du tourisme, et puis nous n'avons que des hommes. Alors, donc c'est par là qu'il faut essayer quand même d'équilibrer et de faire les choses de manière consciencieuse pour pouvoir tomber sur des bonnes décisions à prendre, pour donner les bonnes orientations qui nous emmèneraient à faire exécuter les travaux qui en fait émanent de la vision du chef de l'État et qui doivent être à leur tour exécutés sous la houlette de la Première ministre par le truchement du ministre de tutelle. Et lorsque vous parlez de l'héritage, là, vous faites allusion à quoi? Bah écoutez, d'abord l'héritage, moi je dirais que c'est un héritage d'abord de ce qui a été, de ce qui nous a été tous légué. Moi principalement, vu qu'il s'agit de moi, de ma personne, je parle d'un héritage que j'ai reçu de mes pères, de mes grands-pères, de mon père, de ma mère, de toutes ces personnes qui en fait ont fait que je sois la personne que je suis, parce que je suis non seulement l'aînée d'une famille de 5, mais d'une très grande tribu des deux côtés. Du côté de ma mère, je suis la fille aînée de la fille aînée qui est ma mère par mon grand-père, et je suis la fille aînée du côté de mon père qui est le premier fils, qui est le fils aîné de son côté. Donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de responsabilités, et cet héritage-là, j'essaie de le mettre à profit pas le mettre à profit. Cet héritage, en fait, est de pouvoir préserver les valeurs qui m'ont été inculquées. C'est un héritage que je dois à mon tour apprendre à léguer à mes enfants et aux générations futures, et à toutes les femmes, les jeunes filles sans repère, parce que un héritage, quand il est légué, c'est vrai qu'on dit souvent que l'héritage, on entre en possession d'un héritage après la mort d'un parent, mais il peut aussi être, comme selon ma perception des choses, un héritage qu'on met en avant pour pouvoir transmettre tout en ayant les personnes qui ont fait que nous ayons cet héritage-là. Donc que ce soit transmettre les valeurs, les connaissances, la force que nous incarnons, que j'incarne, le leadership et le savoir. Et donc je pense que c'est l'héritage. Et vous êtes sorti d'une famille aisée, et aujourd'hui vous avez une fondation qui répond aux désirata des familles pauvres. Qu'est-ce qui a été à la base de cette motivation? Mais vous savez, très tôt, je me posais des questions sur comment les gens vivaient, comment les choses se passaient en dehors de la maison dans laquelle je grandissais avec mes frères. Et très tôt, j'ai commencé à comprendre les différences qu'il y avait dans la classe sociale. Et c'est plutôt le déclic que j'ai eu. Mais il paraît qu'étant enfant, des fois, je prenais des choses dans la maison pour donner aux gens. Donc je partageais beaucoup, j'avais la main facile. Et même des fois, les travailleurs pouvaient venir vers moi me dire « Ah non, Malika, t'as l'air boyé, tout ça ». Et donc, des fois, je prenais des trucs pour donner aux travailleurs. Et après, ça tombait sur ma tête.
Mais le déclic, vraiment, réellement, est arrivé quand j'ai été, après que j'ai été élue Miss Beauté. C'était justement la transition donc à l'entrée de l'AFDL et à la sortie à l'époque du maréchal. Et lorsque on me présentait tous les prix que j'avais gagnés et tous les contrats que je signais, des facilités, les avantages que j'avais reçus, et je l'ai dit, j'ai dit, je ne manque de rien, mais il y en a qui manquent de beaucoup de choses. Et j'ai commencé le premier don, vraiment le grand officiel que j'ai fait, j'avais 18 ans. J'ai décidé d'aller de faire la descente dans un orphelinat et dans un home de vieillards. Et j'ai partagé pendant toute cette année-là où j'exerçais, où j'avais ma couronne, toute cette année-là, bien que j'étais partie du pays, c'était donné aux orphelins, aux orphelinats, aux homes des vieillards et tout ça. Et c'est quand je suis allée la première fois dans un home des vieillards, j'étais choquée de la manière de voir comment ils étaient traités, la pauvreté et la crasse dans laquelle ils vivaient. Et les orphelinats aussi. J'étais vraiment très, très touchée. Et je pense que tout est parti de là et je n'ai jamais arrêté depuis. Merci beaucoup. Vous allez suivre cette émission sur la chaîne YouTube Légende News officielle et puis ici la télévision nationale, c'est-à-dire la deuxième direction de RTNCD. Donc là, nous sommes actés à avancer petit à petit avec Maman Malika, présidente de l'Office national du tourisme. Maintenant, parlons de Maman Malika comme femme politique. C'est en 2010 que vous êtes revenue au pays, après d'avoir passé beaucoup de temps à l'étranger. Et quand est-ce que vous avez pris la décision d'intégrer la vie politique? Mais la décision en 2015, où je me suis dit qu'il fallait commencer de manière, je dirais, très discrète, à commencer à suivre les actualités de près, ce qui se passait au niveau du pays, et puis à côtoyer les hommes et les femmes politiques de plus en plus. Et c'est vraiment parce qu'en passant, j'aimerais dire que mes deux grands-pères, des deux côtés, il y en a un qui faisait de la politique ouvertement, qui a même été mon grand-père paternel, le père de mon père était le premier chef coutumier élu du Bandundu, et il a été arrêté et presque torturé à l'époque de Moulélé, pendant que Cyprien, pendant qu'un autre avait été, ça vous allez juste couper là où je parle de Cyprien. Oui. Et donc il faisait de la politique, il était dans le camp de Moulélé, qui était le camp de l'opposition à l'époque. Et donc étant chef coutumier, donc c'est lui qui devait un peu suivre les affaires politiques, coutumières, traditionnelles, sociales au niveau de Bandundu là-bas à Congo, dans la collectivité de Jovien de par mon père. Et puis j'ai mon grand-père maternel qui faisait de la politique, mais vraiment de manière très discrète, et qui a propulsé plusieurs hommes politiques et plusieurs grands entrepreneurs, et qui est d'ailleurs qui a eu l'esprit, l'ingénieuse idée de construire le camp Badiading, okay, la cité Mama Mobutu et la cité verte. Et c'est mon grand-père, Désiré Toumkaché. C'est toute une destinée, c'est toute une histoire. Et alors, maintenant là, je pense que votre première fonction en politique, c'est que vous assumez actuellement, vous êtes secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, parti présidentiel. En tant que femme politique, est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout ça, nous parler de la santé actuelle de l'UDPS? Vous savez, les eaux profondes sont souvent les eaux les plus troubles. Hein. Le parti est un parti qui est le plus vieux d'abord de tous les partis existants
de la République démocratique du Congo, de par son histoire avec les créateurs du parti, ainsi que la personne qui a porté le flambeau haut et fort pour que nous puissions arriver aujourd'hui à avoir cet héritage-là du combat qu'a mené le feu Papa Etienne Tshisekedi Lumumba. Et vous savez, chaque homme vit selon son époque. Le parti l'UDPS n'a jamais été, je dirais, toujours très calme. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Parce que avec le combat que menait le président Etienne Tshisekedi, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de marches, il y a eu des fusillades, il y a eu des bombes, ça a toujours été un tumulte, ça a toujours été comme ça. Donc je pense que c'est ce qui continue aujourd'hui parce que c'est un mouvement qui a été emmené de cette manière-là. Et les personnes qui ont commencé le parti à cette époque-là sont encore ces personnes-là aujourd'hui qui sont avec nous et qui savent comment comment l'UDPS a cheminé pour arriver là où nous en sommes. Et puis d'un côté, vous savez, les temps changent, les hommes changent, et il y a par moments, nous sommes obligés à faire des concessions, à nous associer à certaines personnes, à certains groupes, à certaines communautés, parce qu'on ne peut pas arriver à quelque chose seul. Des fois, nous avons aussi besoin des plus forts que nous, parce que nous ne sommes pas toujours suffisants à nous-mêmes. Nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Donc, voilà, et donc, la santé du parti, moi je dirais, qui se porte comme il s'est toujours porté, je dirais bien, parce que les réunions se passent toujours, et c'est toujours un monde fou qu'il y a. On est au pas quand il y a des directives, des directions à suivre, on y est au pas. Et nous sommes là pour soutenir le chef de l'État qui est le garant de la nation. Et nous n'abandonnerons pas et nous le ferons toujours. Certains de vos admirateurs et de vos fans, si je peux les dire de cette manière-là, attendaient aussi voir votre nom, je ne sais pas moi, sur la liste des gouvernements soumis à D, mais ce n'était pas le cas. Bon, par rapport à cela, quelle peut être votre réaction par rapport à ça? C'est Emmanuel Gouvernement. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Vous m'avez pris au piège. Ben, vous savez, moi, finalement, avec le temps, j'étais quelqu'un de très... je bouillonnais beaucoup. Hein. Avec le temps, j'ai appris, et surtout avec la prise de mes fonctions, j'ai appris à prendre les choses de manière vraiment beaucoup plus calme. Et je me dis simplement que si ce n'est pas arrivé, ça arrivera certainement. J'attends le temps de Dieu. Et ainsi que toutes les personnes qui sont à la brèche, qui prient, toutes les personnes qui voient le travail acharné que je fournis, les réalisations que j'accomplis, qui d'ailleurs, bon, c'est vrai que c'est moi qui suis au devant, mais c'est le travail de toute une équipe hein, que j'ai depuis avant même ma nomination. Et donc, je me dis que ce n'est qu'en continuant à travailler de la manière dont je le fais que les choses peut-être arriveront, mais ça arrivera certainement tôt ou tard. Restons toujours dans la politique. Madame présidente, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement par rapport à un ancien président de la République qui est devenu aujourd'hui, si on peut le dire de cette manière, c'est ouvert, qui est devenu aujourd'hui l'ennemi de sa patrie. Et aujourd'hui, il est en train de préparer déjà, il est en train d'organiser, si je peux le dire de cette manière, une réunion avec tous les opposants. Comment est-ce que vous pouvez analyser cela? Mais vous savez, l'être humain est un animal étrange avec le pouvoir. Lorsqu'il n'a pas le pouvoir, il est plus humain. Mais avec le pouvoir, l'homme devient un animal dangereux qui peut même se retourner contre ses propres, contre les siens.
Je dirais, nous avons tous des motivations différentes et des objectifs, des points de vue et la manière de voir les choses qui est différente. La manière dont vous voyez les choses n'est pas la même chose que la mienne. Alors, simplement, ce que je dirais, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est de tourner le dos à ceux qui vous ont porté. Parce que il est très important pour une personne de ne jamais oublier d'où elle vient. Et de toujours se dire, si cela m'arrivait à moi, comment je réagirais? Ce qui est en train de se passer du côté, je ne sais pas s'il faut appeler ça de l'opposition, c'est simplement, je pense, une attitude de frustration. De frustration qui pousse aussi l'être humain à agir de la sorte. Parce que lorsque nous voyons toutes ces... Aujourd'hui, c'est bel et bien connu qui est derrière toute cette guerre, tous ces conflits que nous avons entre pays voisins. Mais qui suis-je pour juger? Je ne connais pas les motivations des autres, mais ce que simplement je fustige, c'est le fait de regarder tout ce qui se passe, toutes ces vies être prises d'une manière atroce, tous ces viols, tous ces meurtres, tous ces traumatismes et toutes ces vies et ces destinées qui sont aujourd'hui, je dirais, plusieurs sont perdus. Il faudrait se dire demain, qu'est-ce que mes enfants apprendront de moi? Mes petits-enfants, est-ce que, tel que je viens de parler ici de mon grand-père, de mes grands-pères, est-ce que les enfants de tous ceux qui nous font subir cela pourront parler comme moi je le dis? Est-ce que nos enfants pourront se promener librement dans le pays sans qu'ils soient pointés du doigt? Parce que l'histoire ne meurt jamais. L'histoire ne meurt jamais. Et c'est pour ça que nous portons des noms. Et par nos noms, on sait retracer notre histoire, nos origines. Et je pense c'est vrai que le mal est là. Beaucoup de choses, d'atrocités ont eu lieu, mais il est important de se réveiller à temps. Et je pense que c'est le moment. Et surtout que le président de la République, garant de la nation, a tendu la main plusieurs fois. Alors que, tout en voyant son peuple être abattu comme ça, et se sentir des fois impuissant, vous pouvez... Je me dis pas, c'est connu qu'il a certainement des nuits blanches. Et toutes ces personnes qui essayent de faire en sorte que la paix soit rétablie, et qui voient tout ce que nous subissons à l'est du pays, il faudrait quand même que chacun revienne, retourne en lui-même et se dise, voilà, assez c'est assez. La terre aspire le sang. La terre retient tout ce que nous lui faisons. Et il ne faudrait pas qu'à un moment, que la terre commence à son tour à rejeter certaines personnes. Parce que la terre, c'est quelque chose de très fidèle. Une terre ne trahit jamais son propriétaire. Alors il faudrait, comme la Bible nous le conseille, c'est de savoir maintenant commencer à compter nos jours, réparer. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont irréparables, mais pour le reste ou le peu qu'il leur reste à réparer, il faudrait le faire. Et je suis sûre que la justice de Dieu se fera un jour. Bon. Alors, toujours dans ces conflits de guerre entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce que la RDC pourrait obtenir en entretenant une certaine proximité avec le Rwanda? Tout dépend d'abord de la motivation, de la sincérité avec laquelle le Rwanda présenterait les choses. Je dirais, lorsque nous ne connaissons pas les aspirations et les motivations d'un adversaire ou d'une personne qui nous a déjà poignardé fortement dans le dos, il est difficile de pouvoir se positionner et de dire, voilà, nous pensons que
tel arrangement ou tel accord ou telle disposition pourrait être en notre faveur. Moi, je dirais qu'il faudrait quand même mettre les gants et ne pas se livrer totalement et toujours être sur nos gardes, parce qu'on ne sait jamais. À plusieurs reprises, il y a eu des sanctions, il y a eu des directives qui ont été données, mais que le Rwanda n'a jamais respectées. Et à plusieurs reprises, la RDC, notre pays, était d'accord de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de discuter de ce qui se passait, mais en vue justement de retrouver la paix. Mais le Rwanda nous a tourné le dos. Alors je pense que devant un ennemi aussi têtu, qu'il est très important de rester sur ses gardes et de toujours être prêt à tout. Vraiment, parce qu'avez-vous un message à lancer à cette population de l'Est? Ben, vous savez, le message il reste le même, hein, il ne changera pas. La première dame, maman Denise Nyakero, dit « Plus jamais vous serez seul ». Le slogan lancé par la première ministre, c'est Congo Téléma pour les autres. Moi je dis toujours tenez bon, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Vraiment, merci beaucoup. Là, nous avançons. Maintenant, nous allons parler de l'Office national du tourisme, la fonction qui vous assignée à présent, parce que vous êtes président de ces institutions, vous êtes président du conseil d'administration de ces institutions de Sali. Nous allons parler du tourisme. Vous aurez dit revenir. Je dirais que oui, mais sans pour autant le voir venir en fait. C'est vrai que mon père est un des initiateurs du tourisme à l'époque zaïrois, aujourd'hui congolais, et il a occupé de hautes fonctions. C'est vrai qu'il a travaillé aux côtés du maréchal, notre ancien président maréchal Mobutu, qui c'est lui qu'on envoyait dans l'émission pour aller faire la promotion du tourisme, et sous la houlette de son mentor, monsieur de rose mémoire, monsieur Njoli Balaka, qui lui fut même ministre du tourisme. C'était le parrain de mon père, c'était son mentor, et il avait le secret du tourisme de notre pays. Et mon père, déjà très tôt, nous a initiés à la découverte, à l'exploration du monde. Très très tôt, nous faisions des voyages là où beaucoup n'allaient pas. On pouvait se retrouver à l'école et je pouvais être la seule à avoir été déjà en 1986-85 aux États-Unis, pouvoir parler d'Abraham Lincoln, pouvoir parler du Capitole. On connaissait déjà bien les États-Unis et on arrivait quand même déjà un peu à parler anglais. Et cela a suscité en nous le goût de la découverte, du voyage, du tourisme, de la préservation de la nature, du respect du bien commun et de la valorisation des coins où nous passions à l'époque. Et il faut avouer que le tourisme n'est plus ce qu'il était avant. À leur époque, c'est vrai qu'il y avait des conflits entre le Rwanda ou à l'est du pays, mais pas aussi prononcés qu'il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, je me souviens des paysages de Goma, de la Ruzizi, du Massissi, de Kigali et du parc Virunga. Je suis allée, mon père nous a emmenés là, j'avais 12-13 ans. On était dans les chalets, c'était magnifique.
Et quand on voit les images aujourd'hui, rien qu'à imaginer ce qu'aujourd'hui est l'état dans lequel ces coins-là du pays, qui est ce coin-là du pays paradisiaque, l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est triste. Et les recettes, le maximum de recettes, 80% des recettes du secteur du tourisme provenaient de l'Est du pays. Et donc vous comprendrez bien que cela a eu un impact très négatif sur le secteur du tourisme en termes de recettes, en termes de sites touristiques qui sont aujourd'hui dévastés, certains que nous n'avons pas pu récupérer, et nos espèces, les espèces rares qu'on ne trouve qu'en RDC, qui est les gorilles de montagne, on préférait aller là où il y avait la paix. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que cette guerre, elle n'est pas que économique, politique ou une guerre des terres, c'est aussi une guerre touristique. Parce que tous ces gorilles des montagnes qui valent de l'or, qui sont la force de notre pays, qui sont même des animaux emblématiques qu'on ne trouve qu'ici, ont traversé de l'autre côté. Alors, et rien que pour ça, il est déjà très difficile pour la République démocratique du Congo de voir le secteur être redynamisé de ce côté-là. Mais d'une autre part, nous avons un pays tellement grand, avec une biodiversité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans la faune, dans la flore, dans les paysages, dans les cours d'eau, que, comme j'aime le dire, chaque province peut être autonome de par ses ressources naturelles, de par ses sites touristiques, de par sa gastronomie, de par sa culture, de par sa mentalité. Et il nous faudrait donc conscientiser la population congolaise pour qu'elle puisse se prendre en charge chacune dans sa province et essayer de faire ressortir le meilleur d'elle-même pour pouvoir faire de leur province, de chacune de ces provinces, une destination de prédilection. En ce qui concerne c'est vrai, après cela, mon père a été avant même l'Office national, parce qu'il faudrait retenir que l'Office national du tourisme a été créé après le combat de boxe du domaine des forêts en 1974. Okay? Donc, c'est suite à ce combat-là et par rapport à tout le travail qui avait été entrepris en amont, en préparation au combat, que le président, l'ancien président, le maréchal Mobutu, a décidé avec ses collaborateurs de créer un office national du tourisme qui viendrait que pour la promotion du tourisme. Parce qu'à l'époque, le tourisme dépendait automatiquement du chef de l'État. Il n'y avait pas de ministère. Et c'est comme ça que le président Mobutu, à l'époque, connaissait la valeur du tourisme. Et c'était un homme fier de son pays. Et c'est comme ça qu'il avait désigné certaines personnes pour aller parler du pays à l'extérieur. Et comme mon père me raconte, il me dit, et c'est vrai, les gens qui me connaissent savaient que mon père, il y avait des fois, il pouvait revenir d'une mission, il arrivait à l'aéroport, par exemple, de Zaventem, et là, il changeait, il ne revenait pas ici, il devait aller dans un autre pays encore. Mon père a fait le tour du monde. Et c'est après cela, et d'ailleurs, son bureau se trouvait à l'époque au CCIZ, qui est aujourd'hui l'hôtel du Fleuve, au 21e étage, et le bureau de papa était juste à côté de celui de Mobutu. Donc c'était comme ça, mission, paf, vous partez, il part, il revient pas, il repart. Et il a épousé ma mère justement quand il était dans ça.
Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et c'est donc suite à ça que l'Office national du tourisme est né après. Et donc voilà. Et le combat de boxe Mohamed Ali Foreman, d'ailleurs, qui aujourd'hui fête ses 50 ans, était vraiment l'événement phare initié par le président de la République de l'époque pour mettre en lumière le potentiel de notre pays. Et donc, ce fut un réel succès. Et c'est comme ça que même partout où on va, quand vous dites je suis de la DRC Congo, on ne connaît pas, on dit Zaïre. Quand vous dites I'm from Zaïre, Mohamed Ali Foreman, on sait qu'on parle de la RDC, du combat Rumble in the Jungle. Et donc voilà, j'ai suivi de près la carrière de mon père, qui d'ailleurs est une carrière très inspirante. Il a été une inspiration pour plusieurs aujourd'hui qui se retrouvent dans les hautes sphères de décision, qui occupent des places de haute fonction dans notre pays. Il a accompagné plusieurs que je connais très très bien. Et c'est un domaine que j'ai toujours... c'était un domaine, je dirais, que j'ai toujours apprécié. Et sans le savoir, en terminant mes études pour ma licence, j'avais pris une option à l'université qui était Business Management, mais où j'avais quand même des cours de tourisme, en management en tourisme. Et donc, mon diplôme de licence, c'est bien marqué dessus. Section tourisme. Alors que je n'étais pas encore domaine. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais terminé mes études secondaires, quand j'étais même encore à l'université, mon père m'a demandé si il voulait m'inscrire dans une autre école en Suisse pour que j'aille apprendre l'art de la table, le savoir-être, le savoir du bien-être et tout ça. Mais j'étais pas prête, je disais non. Et d'ailleurs, il me l'a encore répété il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais tu peux pas aller prendre des cours et tout. Je dis, mais papa, mais il me dit, mais non, tu peux. Et donc, j'ai été nommée juste après ma graduation. Et j'étais très étonnée. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors là que mon père m'apprendra que parce qu'il fut secrétaire général, c'était le premier noir qui a commencé avec la Sabena. Quand la Sabena a commencé ici à l'époque du Zaïre, il était le premier noir. Il a commencé en tant que directeur et il est passé directeur commercial. Et puis il a gravé les échelons pour être secrétaire général de Brussels Airlines, un peu Afrique. Et l'initiateur avec M. Georges Forest de Korongo, la compagnie aérienne Korongo, qui avait été créée, qui faisait la ligne Kinshasa-Lubumbashi pour faire le relais avec Bruxelles. Donc quand Korongo quittait le Lubumbashi, s'intéressait à Kinshasa, les passagers changeaient juste d'avion sur le tarmac et reprenaient l'avion pour aller en Belgique. Voilà. On peut dire que c'est vraiment une destinée, ton père qui a été inspiré par Dieu, et en suivant de près sa carrière, c'était aussi une formation pour celle qu'on appelle aujourd'hui les cerveaux moteurs du tourisme congolais. Oh, qui, moi? Oui. Bon, je ne me jette pas de fleurs, c'est difficile, c'est vrai. Il faut avouer que beaucoup ne connaissaient pas l'Office national du tourisme. Je suis quelqu'un qui aimait des caméras, des photographes, peut-être de par ma vie passée, hein, je veux dire, j'ai été mannequin, j'ai été Miss, j'ai participé à plusieurs compétitions, j'ai gagné le prix du grand couturier qui devait représenter en fait dans sa tenue le prix de la paix, avec plusieurs personnes à mes côtés qui étaient quand même sous les feux des projecteurs. Et donc j'ai un peu eu cette lumière-là, ce rayon-là pour moi devenir une lumière aujourd'hui. Et c'est vrai, je dirais que c'est un coup du destin, oui,
Mais c'est plutôt une volonté divine. Oui. Et puis bon, il fallait bien commencer quelque part. Oui. Je n'ai jamais demandé de venir à l'Office national du tourisme. Je ne sais même pas si le président de la République connaît le parcours en détail de mon père, mais vraiment c'est tombé à pic parce que toutes les décisions que je dois prendre, en tout cas la plupart, je pose la question à mon père avant, qui me montre la route. C'est d'ailleurs une grâce de l'avoir encore aujourd'hui. Il est bel et bien vivant. Il est bel et bien vivant et il vient d'ailleurs de passer une interview pour les 50 ans du combat de Box Mohamed Ali Foroman. Et pour votre information, la personne qui a lancé le slogan Ali Boumaye, c'était mon père, à la réponse d'une question de Mohamed Ali, qui lui posait devant Foreman, devant les caméras, lors de la conférence de presse. Il lui disait, mais comment tu dis je vais le tuer? Et il y a une photo où papa est en train de souffler à l'oreille de Mohamed Ali, lui disant, il ne faut pas dire, il faut dire Ali Boumaye. Et Mohamed Ali ne savait pas dire Boumaye, il disait Boumier. Okay. J'ai même la photo dans mon téléphone. Vous allez envoyer ça. Alors, donc voilà, et il était aux côtés de Mohamed Ali tout le temps. Il a porté ses enfants, Belinda Ali, sa femme. C'était vraiment très. Et la maman de Ali disait, mais toi tu es mon fils, parce qu'ils avaient des traits un peu de ressemblance. Oui, ils étaient tous les deux grands, clairs, peut-être plus baraqués à l'époque. Et voilà, en 2015, et mon père m'a avoué ça, je crois, une semaine après ma nomination, il m'a dit, mais tu sais, je me rends compte qu'en 2015, j'avais écrit, je prenais ma retraite, je voulais prendre ma retraite chez Rossers Airlines, et j'ai demandé d'être PCA de l'Office national du tourisme, en 2015. Sans pour autant savoir qui vous êtes. En 2015, d'ailleurs, le chef de l'État n'est pas encore là, c'est à l'époque des Kabila. Oui, en 2015. En tout cas, c'est une volonté divine. Voilà. Et ça tombe sur moi. Et donc, c'est comme une réponse à une prière, mais qui n'a pas... Parce que vous savez, quand on prie, il y a des fois, on demande des choses au Seigneur. On peut les demander pour nous, mais Dieu ne nous les accorde pas. Ce n'est pas qu'il refuse, mais peut-être qu'il se dit non, c'est pas pour toi, c'est pour ton enfant, ou c'est pour un de tes petits-enfants. Et c'est vraiment quelque chose que moi je dis que c'est une réponse à une prière, et c'est pour ça que Dieu me garde et que je suis aussi inspirée de pouvoir, et que j'ai la chance de pouvoir faire avancer le secteur. Vraiment, ça c'est un témoignage. Nous sommes vraiment heureux que cela soit fait devant nos caméras. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que, bien sûr que la guerre de l'Est a aidé à endommager notre tourisme? Un peu beaucoup. Oui. Est-ce que cela est à la base du développement du tourisme dans toute la République? Au manque de développement, vous voulez dire? Je dirais non, parce que comme je viens de le dire, chaque province peut être autonome. Mais nous avons aussi un problème. Vous savez, on ne peut pas parler tourisme sans sécurité. Le tourisme se fait ou se développe lorsque il y a la sécurité. Le tourisme ne peut pas se développer sans infrastructures touristiques. Nos infrastructures touristiques ne sont pas encore à leur apogée, mais avec le peu que nous avons, nous ne faisons pas assez. Nous n'en faisons pas assez pour vraiment le faire pour l'éclore. Je dirais que le secteur du tourisme est en plein démarrage, redémarrage si vous voulez. Et nous avons aussi un problème, c'est la disparité des textes et le non-respect des textes de la loi. Les choses étaient bien claires à la création de l'Office national du tourisme. Il y avait le décret présidentiel à l'époque qui séparait les attributions et les responsabilités de l'Office national du tourisme à celles du ministère du tourisme. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était tourisme et environnement. Tourisme, environnement et culture. C'est après qu'on a séparé l'environnement du tourisme.
Et c'est après encore qu'on a séparé la culture du tourisme. Pour les intérêts politiques. Voilà. Mais il y a beaucoup de confusion. Il y a la plupart des anciens ministres qui sont passés n'ont pas regardé l'intérêt, n'ont pas pensé. Non, la valeur, je pense qu'ils la connaissent tous. Mais, vous savez, il faut une force mentale, spirituelle et une autodiscipline pour pouvoir séparer l'intérêt, ou faire la différence entre l'intérêt personnel et l'intérêt de tout un peuple. Parce que l'être humain face à l'argent, étant au pouvoir, devient difficile à gérer, à tenir. Et vraiment, je vais le dire, que le secteur du tourisme n'a pas de chance de par les dirigeants qui sont à la tête. Plusieurs fois, nous avons, en tant que conseil d'administration, demandé à ce que le secteur soit assaini, ce qui n'a pas été fait. Qui parle d'assainissement parle de clarté dans les textes, de la mise en application des textes, de la, comment je dirais, de la mise en pratique et de la prise en considération de ce qui découle d'un conseil d'administration. Nous ne sommes peut-être pas le seul secteur à vivre cela, mais nous sommes l'un des secteurs l'un des secteurs qui pourrait demain être vraiment un moteur, un pilier pour le développement de l'économie congolaise. Parce que rien dans le tourisme ne viendra d'ailleurs. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir un tourisme bien développé. Nous avons les terres, nous avons les bras, donc rien pour accompagner justement tout ce que nous avons. Et je pense que le jour où le Congolais se dira « je veux faire mieux », je ne veux pas simplement me battre pour être un poste, mais je veux être là pour pouvoir relever le défi et léguer quelque chose de palpable. Alors c'est à ce moment-là que je pense sincèrement que nous pouvons arriver à parler de la RDC en tant que destination touristique. Parce que quand nous présentons la RDC en international, d'abord il y a eu une campagne de diabolisation avec justement cette guerre, nous sommes en zone rouge et tout le reste. Mais en revenant à la question que vous m'avez posée, pour laquelle j'ai demandé de passer, je dirais que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de saisir, l'opportunité nous est donnée de saisir les retombées qu'il y aura de cet accord signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Aussi pour ce qui est touristique. Aussi dans le secteur touristique. Parce que ça pourrait nous servir de tremplin aussi. Ok ? Donc il y a eu une campagne de diabolisation contre la RDC qui touche aussi le côté de l'image du pays qui est à redorer. Et le travail, il est énorme. Le travail, il est énorme. Mais sans des infrastructures, sans des textes clairs, sans un changement de mentalité dans le chef du Congolais lui-même, sans la volonté politique, on n'arrivera à rien. On continuera à parler de potentiel touristique énorme, avec les chutes du Zongo, avec l'Okapi qui est notre emblème, avec nos léopards, nos lions. Ça ne restera que du verbiage, que du potentiel, sans rien de concret. Donc nous avons justement
une grande part de responsabilité, mais de l'autre côté aussi, c'est vrai que le fait d'avoir été diabolisé ne nous aide pas. C'est pour ça que le travail doit être fait dans les deux sens. Mais moi, je me dis que on ne perdrait rien non plus si on fermait un peu les portes et qu'on se dise, construisons d'abord. Investissons d'abord dans les infrastructures touristiques. Pour aller d'un point A à un point B, quand vous êtes ici, vous voulez aller à Rwanda, vous faites combien de jours? Il nous faut les routes, il nous faut les bus, il nous faut les avions, les petits porteurs. Et tout le reste, une fois arrivé là-bas, il nous faut des hôtels, il nous faut le transport, et tout ça. Donc, ce sont toutes ces choses-là. Vous savez, pour le commun des mortels, il est très difficile de quitter Kinshasa pour aller à Kisangani et se mettre sur la stèle là où le midi, le headquarter qui sépare le monde se trouve. Ça se trouve dans notre pays. Mais comment on fait pour y arriver? C'est difficile. De par sa transversalité, le tourisme est une puissance. Est une puissance. Et ce n'est pas un secteur, c'est une industrie. On parle, et on devrait parler de l'industrie du tourisme. Parce que par le tourisme, on peut créer des emplois. Par le tourisme, on peut créer des infrastructures. Par le tourisme, on peut financer les entrepreneurs. Par le tourisme, on a tout. On a la SAP, donc le tourisme vestimentaire. On a le tourisme musical. On a le tourisme mémoriel, avec l'histoire. On a le tourisme religieux, avec le Kamba, avec... vous savez, le nombre de personnes qui quittent l'étranger pour venir en convention ici, chez Maman, chez Maman Lac. Mais quand ils viennent après la prière, ils font quoi? Ils doivent aller manger au restaurant. Il faut que nous ayons des spectacles. Vous savez combien de personnes quittent les pays du monde entier pour se retrouver lorsque c'est la fête de Noël à Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Et tout ce qu'il y a à découvrir comme on est là. Toute une histoire. Toute une histoire. C'est le tourisme religieux. Nous avons le tourisme gastronomique. Notre nourriture. Le bondou est connu par tout le monde. Aujourd'hui, les Safou est arrivé en Côte d'Ivoire. Comment? Parce qu'ils ont compris. Nos poissons sont des insectes qui peuvent se vendre à des prix super hauts aux Asiatiques. Les Asiatiques veulent même et cherchent de notre piment. Vous voyez un peu. Donc par de simples choses que nous avons, notre culture, notre musique, mais la musique congolaise est indétrônable, qui fait même partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Notre musique, qui ne parle pas de la rumba? Même les Américains, les vedettes américaines dans leurs chansons ont même des fois des sons qui viennent de chez nous. Nous n'arrivons pas à leur ravir et à leur dire avant cela, vous devez payer des lois. Rien que le combat de Dox Mohamed Ali Foreman, il a été repris combien de fois? Par plusieurs acteurs. Mais pratiquement tous les 10 ans. Mais ça s'est passé dans un stade, qui est ici. Le cri ou le slogan, qui mon père. Le site de l'Anselé, c'est là où ils s'entraînaient. Ça peut faire partie d'un circuit touristique. Tout bien fait, à partir du moment où vous quittez les États-Unis, vous arrivez à l'aéroport de Njili. Rien qu'avec ce que j'ai cité là, un touriste devrait, en principe, faire son voyage, découvrir des choses, pouvoir se déplacer, aller chercher à voir les okapis, aller à voir les zèbres, aller à voir les chutes de Zongo, aller à faire du tourisme fluvial sur le majestueux fleuve Congo. Sans le savoir, le Congolais en même temps est un touriste.
quand vous regardez dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas si c'est toujours un peu comme avant. Il y avait beaucoup de jeunes qui se mettaient ensemble pour aller à Kinkole, Maya Pepe, aller manger les maboke et tout ça. Mais quand vous mangez les maboke, vous êtes là devant le fleuve, devant la rivière. C'est quoi? C'est une activité. Quand vous avez les Japonais qui ont quitté là-bas le Japon pour venir ici voir le village de Molokai, lui-même, Papa Weba, a quitté ici, il allait défiler pour Yoshi Mamoto. Ben, écoutez, voilà, il faudrait que le Congolais soit conscient de la richesse de son pays et qu'il puisse, de par sa manière d'être, sa manière de faire et par son narratif, de pouvoir commencer à vendre le pays à sa manière, chacun à son niveau, à cette capacité-là de pouvoir présenter le pays d'une manière plus positive. Et afin de dépeindre justement ce tableau-là noir que nous a été imposé par nos pays voisins. Nous avons un pays riche, nous avons un pays magnifique, nous avons une biodiversité qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Et je pense qu'avec une bonne volonté politique, tout en commençant à mettre un peu de côté les intérêts personnels, qu'il serait possible de faire participer ou de faire gagner à tout le monde un plus. Et c'est aux Congolais seuls de pouvoir bien faire les choses, parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront faire le travail à notre place. Et c'est notre devoir de pouvoir le faire. Et donc j'invite les Congolais à s'intéresser beaucoup plus, surtout aux jeunes étudiants, parce que le tourisme aussi n'est pas un secteur qui est souvent exposé, même à l'université, il n'y a pas beaucoup cette option-là dans les universités. Et il faudrait, dès le bas âge, que les enfants déjà à l'école savent ce que c'est que le tourisme, ce que c'est que l'amour du pays, le patriotisme. Et tout ça s'apprend dès le bas âge. Alors, mon seul souhait, c'est de voir, avec les réformes que nous essayons d'apporter, le bilan au niveau de l'ONT est quand même positif. Nous avons fait de très très grands pas avec les décisions qui ont été prises et l'exécution au niveau de la direction générale, l'accompagnement au secteur du tourisme, aux opérateurs du secteur qui est grandissant. Nous pensons vraiment que si les textes sont respectés, si les textes sont clairs, nous pourrons faire encore beaucoup plus et accompagner beaucoup plus d'opérateurs de ce secteur et de valoriser ce secteur-là. Et pourquoi pas accompagner encore beaucoup plus, et afin de matérialiser la vision du chef de l'État qui veut voir ce pays être plus beau qu'avant et léguer aussi un héritage et des traces pour que les générations futures fassent la même chose que ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup, la présidente pour cet accueil très sérieux. Nous sommes vraiment reconnaissants. Okay. Merci, voilà, c'est la fin. Vous avez vraiment lu tout un enseignement, tout un cours du secteur du tourisme. Donc je pense que c'est vraiment, comme vient de le dire maman, ce n'est pas un certain, mais c'est toute une industrie. Donc il faut vraiment protéger et puis valoriser notre tourisme, parce que nous avons presque tout. Mais qu'est-ce qui nous manque pour faire développer ces secteurs? Je pense que question marque. Donc merci, restez branchés, écoutez, et je pense que cette émission, vous allez la suivre à la RTNCD et puis bientôt en ligne sur Légende News officielle. Donc merci beaucoup à toi, Fanny Tichouaba, qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe qui nous ont soutenus. Merci avec votre soutien à travers vos commentaires, vos orientations, vos conseils. Et n'hésitez pas à les commenter s'il y a des orientations. S'il y a aussi des questions que nous n'avons pas posées, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires et peut-être en coulisses. Maman va prendre le temps de vous répondre. Et comme j'ai l'habitude de
pays, dressons nos fonds longtemps courbés et pour le bon, prenons le plus bien là pour le développement et l'épanouissement de notre pays. Merci. Voilà. Les jeunes abonnés.